Avant de franchir ces portes de fer, si vous appréciez les histoires profondes, vraies ou inspirées de faits réels, qui explorent la face cachée des familles, du pouvoir et du silence, abonnez-vous à la chaîne. De nouveaux récits comme celui-ci sont régulièrement publiés, révélant toujours ce qui reste habituellement caché. Et écrivez dans les commentaires d'où regardez-vous. Chaque lieu recèle ses propres silences, et votre présence ici fait partie de cette histoire. Les grilles de fer du domaine de Montreval ne grinçaient pas lorsqu'elles s'ouvraient. Elles coulissaient dans un silence absolu, comme si même le métal avait compris que le bruit était indésirable à l'intérieur. Située aux abords de Lyon, la demeure se dressait derrière de hauts cyprès et des jardins impeccablement entretenus. Un édifice du XIXe siècle conservé avec une obsession du détail. Pour ceux qui passaient par l'étroite route, ce n'était qu'un symbole de plus de l'aristocratie française ayant résisté à l'épreuve du temps. Pour ceux qui y vivaient, c'était tout autre chose. Un territoire clos, régi par des règles invisibles et des sanctions tacites. Juliette Montrevalel franchit le portail par une grise matinée d'automne, et assise à l'arrière de la voiture de son père, elle regarda le brouillard se dissiper lentement sur les pelouses. Elle avait 28 ans et revenait dans la maison de son enfance après près de 10 ans d'absence. Aucun adieu chaleureux ne lui fut adressé à son départ, ni aucune invitation insistante à revenir. Son retour avait été motivé par un simple coup de fil, laconique, de l'avocat de la famille. Sa mère était malade et sa présence était nécessaire. Le chauffeur se gara devant l'entrée principale. Les hautes fenêtres reflétaient le ciel opaque et les lourds rideaux restaient tirés, comme toujours. Juliette sortit de la voiture, ressentant un malaise physique, une pression familière dans la poitrine. Rien n'avait changé, et pourtant tout lui paraissait plus étroit, plus suffocant. Henri Montreval, son père, attendait sur le seuil. Grand, impeccablement vêtu, le visage marqué par des traits durs et immuables. Il ne tint pas les bras, ne laissa paraître aucune surprise. Il se contenta d'un léger hochement de tête, comme pour confirmer une transaction attendue. Juliette traversa le couloir sans ralentir. Le sol de marbre résonnait doucement sous ses pas, et les vieux tableaux, portraits d'ancêtres au regard sévère, semblaient la suivre du regard. L'air embaumait la cire, le vieux bois et une odeur plus difficile à définir, une senteur stagnante qui ne disparaissait jamais complètement. La présence de sa mère, Madeleine, se faisait sentir avant même qu'elle ne soit vue. Le silence à l'étage était pesant, presque palpable. Aucun domestique ne circulait, aucun mouvement superflu. Chez les Montreval, on apprenait très tôt que parler peu était une question de survie. Juliette trouva sa mère dans la chambre parentale, allongée, le visage pâle, contrastant avec les draps sombres. Pas de larmes. Pas de mots de réconfort, juste un regard prolongé entre elles, chargé de non-dits. Madeleine détourna le regard la première. En quittant la pièce, Juliette remarqua quelque chose qui n'avait pas été mentionné lors de l'appel. Certaines parties de la maison étaient interdites d'accès. Les portes étaient verrouillées avec de nouvelles clés et les couloirs auparavant accessibles étaient désormais bloqués. Lorsqu'elle interrogea discrètement l'un des rares employés restants, elle ne reçut qu'un regard évasif et une demande de ne pas poser de questions. Le conflit ne s'est pas manifesté par des disputes ou des confrontations directes. Il s'est révélé par l'absence d'explication, par la façon dont le père contrôlait les horaires, par les regards échangés entre les employés, par le fait que certains noms n'étaient jamais prononcés. Quelque chose s'était passé dans cette maison pendant son absence, quelque chose que personne n'avait l'intention d'expliquer. Cette première nuit, Juliette entendit un bruit venant du jardin intérieur, près de l'ancienne porte secondaire, une porte plus petite, rarement utilisée, dissimulée par la végétation. Ce n'était ni un cri, ni un pas distinct, un bref bruit, brusquement interrompue. Lorsqu'elle ouvrit la fenêtre, elle ne trouva que l'obscurité et le fer immobile de la grille, fermée comme toujours. Juliette ferma la fenêtre, consciente que ce retour ne serait pas éphémère. L'hôtel particulier de Montreval ne rappelait pas ceux qui pouvaient en ressortir indemnes.
Et derrière ces grilles de fer, l'horreur véritable n'avait pas besoin de faire de bruit pour se manifester. Au manoir de Montreval, la routine s'organisait autour d'un rythme rigide, presque rituel. Juliette le remarqua dès les premiers jours. Les repas étaient toujours servis à la même heure, dans la même pièce, avec la même disposition à table. Le silence à table n'était pas imposé par la parole, mais maintenu par des regards calculés et de subtils gestes de désapprobation. Le cliquetis des couverts paraissait trop fort dans cet espace vaste, orné de tapisseries anciennes représentant des scènes de chasse et de domination. Les domestiques restants se déplaçaient comme des ombres. Peu nombreux pour la taille de la propriété, ils adoptaient tous un comportement similaire. Ils ne parlaient qu'à bon escient, évitaient de s'attarder dans les yeux et ne restaient jamais dans une pièce sans raison valable. Juliette reconnut quelques visages de son enfance, désormais marqués par le temps, mais aucun ne semblait disposé à échanger plus que des salutations d'usage. Un pacte de retenue tacite régnait. Le manoir lui-même semblait un organisme vivant, façonné pour l'observation et la surveillance. De longs couloirs menaient à de lourdes portes, dont beaucoup étaient verrouillées. Le plancher grinçait par endroits, comme pour trahir la présence de quiconque osait s'aventurer hors des sentiers battus. Les hautes fenêtres filtraient insuffisamment la lumière, créant des ombres permanentes même en plein jour. La nuit, seules quelques ailes restaient éclairées, toujours les mêmes. Juliette commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de son père. Henri Montreval, homme habitué à un contrôle absolu, laissait désormais transparaître des tensions à peine dissimulées. Il passait de longues heures dans son bureau, une pièce lambrissée de bois sombre, où de vieux documents et des coffres-forts métalliques recouvraient les murs. Lorsqu'il partait, c'était à la hâte, comme s'il craignait d'être vu. Il n'expliquait jamais où il allait et refusait toute question. Madeleine, quant à elle, alternait entre des périodes de lucidité apparente et de longs moments de silence absolu. Parfois, elle restait assise sur le lit, le regard fixe sur un point indéfini, les mains tremblantes posées sur ses genoux. À d'autres moments, elle semblait reconnaître Juliette distinctement, mais évitait toute allusion au passé. La chambre de sa mère exhalait une odeur constante de médicaments et de fleurs fraîches, renouvelée chaque jour sans exception. C'est lors d'une de ces visites que Juliette remarqua quelque chose d'inhabituel. Des marques sur la peau de sa mère, partiellement dissimulées sous les manches longues de ses pulls. Elles n'étaient ni récentes ni apparemment accidentelles. Avant qu'elle puisse les examiner de plus près, Madeleine retira brusquement le tissu et détourna le regard. La présence de personnages secondaires révéla des aspects encore plus troublants. L'avocat de la famille, Monsieur Leduc, commença à fréquenter la demeure avec une régularité inhabituelle. Toujours élégant, il portait d'imposantes mallettes et arborait un sourire contenu qui n'atteignait jamais ses yeux. Il s'entretenait longuement avec Henri à huis clos et son arrivée semblait toujours annoncer un changement, une nouvelle pièce condamnée, un domestique renvoyé, un ordre silencieux se répandant dans la maison. Un autre nom a commencé à émerger indirectement, Étienne, dont on n'entendait parler que par bribes, à voix basse. Juliette ne le trouvait ni dans les archives récentes, ni sur les photos, mais elle se souvenait vaguement de son existence. Quelqu'un lié à la famille, dont l'absence pesait désormais plus lourd que sa présence. Chaque fois que son nom revenait, l'atmosphère devenait encore plus pesante. Dans cette maison, la culture française des apparences et du maintien de l'honneur familial était poussée à l'extrême. Aux yeux du monde extérieur, les Montreval restaient irréprochables. On continuait d'annoncer des dîners de charité pour ensuite les annuler discrètement à la dernière minute. On recevait du courrier, on répondait aux invitations par de polies justifications. Rien ne devait éveiller les soupçons. Juliette commença à explorer la propriété aux premières lueurs du jour, lorsque le silence était plus authentique. Elle parcourut les jardins symétriques, sentant la fraîcheur humide remonter du sol, observant les portails secondaires et les zones moins bien entretenues. Près de l'ancien abri à outils, elle découvrit des traces d'utilisation récente, des marques au sol,
de la rouille éraflée, une porte qui ne fermait pas complètement. Chaque détail renforçait cette même impression. Le manoir recelait non seulement d'anciens secrets, mais aussi quelque chose de récent, encore en mouvement. Les relations qui s'y entretenaient n'étaient pas fondées sur l'affection, mais sur la peur, l'opportunisme et des loyautés forcées. Juliette comprit que pour survivre dans ce milieu, elle devrait observer plus qu'elle ne parlerait, exactement comme elle l'avait appris dans son enfance. Et plus il s'enfonçait dans ce monde silencieux, plus il devenait évident que la véritable horreur de la famille Montreval ne résidait pas dans un passé lointain, mais dans les choix faits pour le préserver. Les premiers signes que Juliette franchissait des limites invisibles apparurent presque imperceptiblement. Un objet déplacé dans sa chambre, la porte verrouillée alors que j'étais certain de l'avoir laissée ouverte. De petites interférences impossibles à prouver, mais qui s'accumulèrent comme des avertissements silencieux. Le manoir réagissait à sa présence active, comme s'il pressentait qu'elle ne se contentait plus d'observer. Les explorations nocturnes exigeaient davantage de prudence. Juliette remarqua que certains passages, auparavant dégagés, étaient désormais sous surveillance. Des bruits de pas se faisaient entendre au loin, toujours hors de sa vue, l'obligeant à rebrousser chemin avant d'être aperçue. Ce n'était pas de la paranoïa. Un matin, alors qu'elle traversait le couloir reliant l'ancienne aile au jardin intérieur, elle découvrit une caméra discrète, installée récemment et camouflée parmi des objets en bois. Cette zone n'avait jamais été surveillée auparavant. Le lendemain, l'un des employés les plus anciens fut licencié sans explication. Juliette se souvenait de lui depuis l'enfance, un homme discret mais attentif, qui semblait toujours en savoir plus qu'il n'en laissait paraître. Son absence se fit immédiatement sentir. Le nouvel employé affecté au jardin évitait toute conversation et gardait les yeux baissés, comme s'il avait reçu des instructions claires sur ce qu'il ne devait pas comprendre. Le conflit avec son père devint plus évident, sans toutefois être jamais exprimé ouvertement. Henri Montreval commença à contrôler l'emploi du temps de Juliette avec une rigueur excessive. Il commentait nonchalamment ses allées et venues ou le temps passé hors de sa chambre, laissant clairement entendre qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Un jour, il déposa un vieux trousseau de clés sur la table, dont une que Juliette reconnut immédiatement, celle du portail secondaire. Sans dire un mot, Henri lui tendit l'objet, puis le récupéra et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Le geste fut bref, mais lourd de sens. Le message était clair. Certaines parties de la propriété ne devaient pas être remises sur le droit chemin. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Juliette découvrit, dans une armoire à bibliothèque oubliée, un ensemble de documents anciens mêlés à des papiers récents. Parmi les titres de propriété et la correspondance officielle figuraient des rapports médicaux, des autorisations légales et un contrat signé par Henri et Monsieur le Duc. Le contenu était fragmentaire, mais suffisant pour indiquer qu'une personne avait été détenue à titre privé, en dehors de tout système officiel. Le nom n'apparaissait pas en entier. Seules les initiales étaient répétées sur plusieurs pages, E.M. Juliette rapporta les documents à leur place, consciente qu'il était trop tard pour faire marche arrière. La présence d'Étienne n'était plus un simple souvenir vague, elle prenait une tournure inquiétante. Il n'avait pas simplement disparu. Il avait été éliminé. La situation s'envenima lorsque Madeleine craqua pendant le dîner. Pour la première fois depuis l'arrivée de Juliette, sa mère rompit le silence imposé. Elle laissa tomber son verre de vin et tenta de se lever en marmonnant des paroles incohérentes. Quand Henri essaya de la retenir, Madeleine réagit avec une force inattendue et lança un regard noir à Juliette. « Ne les laissez pas le fermer », dit-elle à voix basse, avant d'être conduite hors du hall. Personne ne fit de commentaires sur l'incident. Le repas reprit comme si de rien n'était, mais l'atmosphère était devenue insupportable. Juliette sentait que cette phrase inachevée et décousue était un appel au secours tardif ou un avertissement. Cette nuit-là, l'abri à outils attira de nouveau son attention. Profitant d'un changement dans la ronde des gardiens, Juliette parvint à s'en approcher.
La porte, qui semblait auparavant mal fermée, était désormais verrouillée. Au sol, des traces récentes indiquaient qu'un objet lourd y avait été traîné. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, un rayon de lumière perça l'obscurité. Juliette se cacha derrière un arbre et observa Henri traverser le jardin en compagnie de Monsieur le Duc. Ils parlaient tous deux à voix basse, mais l'urgence sur le visage du père était indéniable. L'avocat portait une mallette métallique, semblable à celles utilisées pour les documents confidentiels. Là, au milieu de ce jardin parfaitement entretenu, Juliette comprit que le conflit n'était pas qu'un simple conflit familial. Il impliquait des décisions juridiques, un isolement forcé et le maintien d'une image publique construite au détriment d'une personne délibérément effacée. À partir de ce moment, sa présence dans la demeure cessa d'être tolérée et devint une menace. Et à Montreval, les menaces n'étaient pas affrontées, elles étaient éliminées en silence. Dès l'instant où Juliette comprit qu'on l'observait, chacun de ses gestes prit une dimension stratégique. Le simple fait de se déplacer dans la maison exigeait un calcul. Malgré tout, des relations parallèles commencèrent à se nouer, laissant apparaître de subtiles fissures dans la structure rigide de la famille Montreval. L'une de ces fissures est apparue à travers Lucien, le nouveau jardinier. Contrairement aux autres employés, il n'appartenait pas à l'ancienne hiérarchie de la maison. Il était arrivé récemment, embauché après le licenciement soudain d'autres membres du personnel. Juliette remarqua que Lucien commettait de petites erreurs. Il s'attardait trop longtemps à certains endroits du jardin, laissait traîner les outils, faisait semblant de ne pas entendre les ordres directs. Ce n'était pas de la négligence, c'était de l'observation. Leur premier contact fut banal. Juliette traversait le jardin intérieur lorsque Lucien laissa tomber intentionnellement un trousseau de clés rouillées. En les ramassant, ses doigts effleurèrent les siens. Leur regard fut bref, mais empreint d'une compréhension silencieuse. Aucun mot ne fut prononcé, mais un lien se tissa. Une autre intrigue se déroulait dans la chambre de Madeleine. Les crises de sa mère devenaient plus fréquentes, mais moins chaotiques. Par moments, Madeleine semblait assez lucide pour tenter de communiquer, même si ses propos étaient décousus. Juliette commençait à lui rendre visite à des heures irrégulières, évitant ainsi une surveillance constante. C'est lors d'une de ces visites que Madeleine écrivit difficilement quelque chose, en grattant du doigt la condensation sur la vitre. « Vieille porte ». Puis, il effaça le mot avec sa manche, comme s'il craignait de laisser une trace. Juliette comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple avertissement, mais d'un ordre. Entre-temps, Monsieur le Duc étendait son emprise sur la propriété. Il commença à superviser directement certains aspects des lieux, chose inhabituelle pour un avocat. Un après-midi, Juliette le surprit sortant d'un couloir condamné du sous-sol, ajustant ses gants avec une minutie excessive. L'odeur métallique qui l'accompagnait persista quelques secondes de trop. Henri, de son côté, montrait des signes évidents de lassitude. Ses tentatives de maintenir un contrôle absolu commençaient à se heurter à l'organisation même qu'il avait mise en place. Les appels téléphoniques tardifs se firent fréquents, toujours passés depuis des pièces isolées de la maison. Un jour, Juliette n'entendit qu'une seule phrase en passant devant le bureau entrouvert. « On ne peut pas refaire la même erreur ». La pression du temps s'intensifia lorsqu'une inspection inattendue fut annoncée. Non officielle, non enregistrée, il s'agissait simplement d'une visite de courtoisie de représentants liés au patrimoine historique régional. L'hôtel particulier de Montreval, en raison de sa valeur architecturale, serait sous observation. Cela impliquait des allées et venues, des questions, des regards inquisiteurs, une situation que la famille redoutait fortement. Lucien trouva un moyen discret d'alerter Juliette. Il laissa une pelle appuyée contre le portail secondaire, pointée droit vers la base rouillée de la structure. Le geste était simple, mais lourd de sens. Il y avait là des faiblesses, à la fois matérielles et symboliques. Les intrigues secondaires se sont progressivement entremêlées. La santé mentale déclinante de Madeleine, la tension croissante chez Henri, les agissements étranges de Leduc et la présence calculée de Lucien formaient un enchevêtrement de risques et d'opportunités. Rien ne pouvait être précipité.
Le moindre faux pas risquait de sceller leur destin. Juliette comprit que découvrir la vérité ne suffisait pas. Il faudrait agir au moment précis où les structures juridiques, familiales et physiques seraient soumises à la plus forte pression. Et ce moment approchait à grands pas. Le point de rupture ne survint ni lors d'une confrontation directe, ni lors d'une révélation publique. Il se manifesta silencieusement, presque cliniquement, comme tout le reste dans cette maison. L'inspection annoncée pour la semaine suivante modifia les comportements de chacun. Des zones auparavant interdites furent réorganisées à la hâte. On remplaça les moquettes, on déplaça les meubles, on déverrouilla les portes juste assez pour donner l'illusion de la normalité. Juliette comprit que ce mouvement n'était pas une préparation ordinaire. C'était un démantèlement. Aux premières heures du mardi matin, Lucien trouva un moyen d'agir. Il déposa une enveloppe sans inscription sous la porte de la chambre de Juliette. À l'intérieur, une simple photo récente, l'abri de jardin ouvert, laissant apparaître un escalier étroit descendant à un niveau inférieur. Au dos, un seul mot écrit à la main. Maintenant, Juliette n'hésita pas. Elle s'habilla discrètement et quitta la pièce au moment précis où les quarts de garde se chevauchaient, créant de brefs angles morts. Le jardin était enveloppé d'un épais brouillard et l'air froid portait une odeur de terre humide et de rouille. La boîte aux lettres était déverrouillée. À l'intérieur, l'escalier menait à un espace souterrain improvisé, bien loin des normes d'habitation. La pièce était exiguë, éclairée par des lampes à la lumière tamisée, reliées par des fils électriques apparents. On y trouvait un lit en métal, une petite table et des chaînes fixées au mur. L'endroit n'était pas ancien, il avait été aménagé récemment. Et quelqu'un était là. L'homme était assis, son corps maigre soutenu avec peine. Son visage portait de profondes cicatrices, non seulement physiques, mais aussi les marques d'un long enfermement. Lorsqu'il leva les yeux, Juliette le reconnut immédiatement. Étienne Montreval, le frère aîné dont l'existence avait été effacée de l'histoire familiale. Avant qu'il ne puisse s'approcher, des pas résonnèrent dans l'escalier. Henri et Monsieur le Duc apparurent en haut, déjouant toute tentative de fuite. Aucun cri, aucune course. Juste un silence absolu, seulement rompu par le claquement sec de la porte qui se refermait derrière eux. Henri parlait d'un calme excessif, comme s'il annonçait une décision inévitable. Étienne avait été considéré comme instable des années auparavant. Ses tentatives pour exposer les pratiques familiales, financières, politiques, sociales, représentaient une menace inacceptable. La solution avait été de l'isoler, de le tenir hors de portée de toute autorité, le temps de falsifier des documents, d'effacer des archives et de rédiger soigneusement des versions officielles. La révélation finale vint de Monsieur le Duc. D'un ton neutre, il expliqua que Madeleine n'était pas tombée malade naturellement. On l'avait médicamentée pour la maintenir soumise et l'empêcher de dénoncer qui que ce soit. Les marques sur ses bras étaient le résultat de contraintes mal expliquées, dissimulées par des rapports médicaux opportunistes. Le véritable tournant s'est produit lorsque Lucien est apparu au seuil de l'escalier, un téléphone portable à la main. Il n'était pas un simple jardinier. C'était un enquêteur indépendant, alerté par des tuyaux anonymes qui n'étaient jamais parvenus aux autorités. Tout était enregistré, les voix, les images, les aveux. Un bref instant, Henri comprit que le contrôle absolu s'était effondré. L'horreur silencieuse, entretenue pendant des décennies, était désormais révélée, non par la force, mais par la précision. L'histoire prit alors un tournant dans cet espace clandestin. Impossible de revenir à cette normalité factice. La famille Montreval, bâtie sur le silence et le pouvoir, se retrouva confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait maîtriser, la vérité révélée. Les heures qui suivirent les révélations dans le métro ne furent marquées ni par des explosions émotionnelles, ni par des confrontations physiques. L'impact fut plus corrosif, se propageant lentement dans l'hôtel particulier de Montreval,
comme un poison invisible. Chaque personnage réagit à la rupture du silence de manière singulière, révélant ce qui était resté caché jusque-là sous le joug de la discipline imposée. Henri Montreval fut le premier à se ressaisir, du moins en apparence. Il ordonna à chacun de regagner sa chambre et tenta de reprendre la situation en main, comme il l'avait toujours fait. Pourtant, quelque chose avait changé dans son attitude. Son regard, d'ordinaire si ferme, trahissait désormais une certaine urgence. Il multipliait les appels, arpentant son bureau, peaufinant ses versions, cherchant des failles juridiques qui n'existaient plus. Pour la première fois, ses décisions semblaient totalement dénuées de fondement. Monsieur le duc garda son sang-froid, mais sa réaction fut encore plus révélatrice. Il rassembla les documents, effaça les fichiers numériques et quitta les lieux avant l'aube, sans prévenir. Il ne tenta aucune négociation, ne proféra aucune menace. Il disparut tout simplement comme celui qui sait reconnaître le moment précis où il faut abandonner une piste perdue. Son absence soudaine créa un vide stratégique qu'Henri ne put combler. Étienne fut retiré de l'espace souterrain et installé temporairement dans une chambre isolée de l'aile ancienne. Son corps réagit mal à cette liberté soudaine. Les mouvements les plus simples lui demandaient un effort, et la lumière naturelle lui paraissait trop crue pour quelqu'un qui avait été maintenu si longtemps dans l'ombre. Pourtant, sa présence bouleversa complètement l'atmosphère de la maison. Il existait, et cela, en soi, constituait une rupture irréversible. Juliette endossa un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle commença à apaiser les tensions, à organiser les emplois du temps et à veiller à ce que son frère reçoive les soins essentiels sans attirer l'attention. Non par loyauté envers la famille, mais par calcul. Chaque décision devait tenir compte du facteur temps. Plus la réaction du public tardait, plus il serait difficile pour Henri de reconstituer un récit acceptable. La réaction de Madeleine fut inattendue. L'interruption brutale de son traitement lui permit peu à peu de retrouver ses esprits. Le silence qui l'enveloppait auparavant laissa place à une immobilité attentive. Elle observait tout avec soin, comme quelqu'un qui, enfin, reconnaît son environnement. Elle ne demanda aucune explication et ne manifesta aucune surprise en voyant Étienne. Elle serra simplement la main de Juliette assez fort pour exprimer une certitude silencieuse. Elle ne reculerait plus. Le manoir sembla paralysé. L'inspection externe fut officiellement annulée et reportée sine die. Les employés commencèrent à démissionner discrètement. D'autres, tout simplement, ne revinrent pas après l'aube. Les couloirs, jadis silencieux par obligation, étaient désormais déserts par choix. Dans un ultime effort, Henri tenta d'isoler Juliette. Il lui suggéra de quitter la propriété pour sa propre sécurité, évoquant des risques pour la réputation de la famille. Il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'une tentative tardive d'éviction stratégique. Juliette refusa sans élever la voix, consciente que l'autorité de son père n'était plus absolue. Les conséquences ne se limitèrent pas aux relations internes. Des messages anonymes commencèrent à circuler. Ceux qui avaient été réduits au silence comprirent que quelque chose avait changé. Le secret, bien que non révélé publiquement, n'était plus contenu. L'édifice bâti au fil des générations commençait à s'effriter non pas dans un fracas, mais en laissant apparaître des fissures. Juliette comprit alors que le plus grand effet de ce tournant n'avait pas été la libération d'Étienne, mais la rupture définitive du pacte de la peur. Les réactions ne furent ni immédiates ni spectaculaires, mais elles furent irréversibles. Et, dans la maison de Montreval, rien n'était plus dangereux qu'un silence qui avait cessé d'obéir. La phase qui suivit n'apporta pas de soulagement immédiat. Au contraire, les difficultés rencontrées exigèrent de Juliette une force qu'elle n'avait jamais eue à développer auparavant. Il ne s'agissait plus de percer des secrets ni de résister à l'emprise de son père, mais de faire respecter des décisions dans un environnement qui se désagrégeait lentement. Étienne commençait à montrer des signes évidents de fragilité psychologique. La liberté qu'il désirait tant se révélait un territoire hostile.
Des bruits inattendus le faisaient sursauter. Les portes fermées provoquaient des crises silencieuses, et la simple présence d'Henri dans la même pièce suffisait à le paralyser. Juliette comprit que sauver son frère impliquait non seulement de le sortir de son isolement, mais aussi de l'aider à réapprendre les gestes élémentaires de l'autonomie. Elle commença à instaurer de petites routines pour lui. De courtes promenades dans le jardin à l'aube, quand le manoir dormait encore. Des repas simples à l'écart du hall principal. De brèves conversations, sans questions directes, laissant Étienne guider son rythme. Les progrès étaient lents, mais visibles. Chaque jour, il passait quelques minutes de plus dehors, soutenait son regard plus longtemps, respirait avec moins d'effort. Henri, quant à lui, était confronté à un autre type d'épuisement professionnel. La perte de contrôle révéla son incapacité à s'adapter. Il tenta de reprendre l'ascendant par des règles rigides, mais plus personne n'était là pour les respecter. Son autorité reposait sur la peur, et la peur commençait à faiblir. De petits signes le trahissaient, des employés qui répondaient en retard, des portes qui ne s'ouvraient pas immédiatement, des ordres qu'il fallait répéter. Juliette a grandi précisément dans ce climat d'instabilité. Son attitude a changé. Elle ne se cachait plus dans les couloirs, ni n'évitait les rencontres. Elle se déplaçait dans la maison avec une aisance calculée, occupant les espaces autrefois réservés à son père. Elle s'est installée temporairement dans un vieux bureau de l'aile Est, près des archives foncières, et a commencé à ranger les documents qu'Henri avait délibérément laissés éparpillés. Madeleine observait cette transformation dans un silence attentif. Elle n'était plus la femme soumise des mois précédents. Malgré sa fragilité physique, elle commençait à participer aux décisions les plus simples, validant les choix de Juliette par des gestes discrets. Sa présence renforçait une nouvelle dynamique, celle d'une autorité bâtie sur la persévérance et non sur l'imposition. Un nouveau problème surgit lorsque Juliette reçut une notification informelle. Quelqu'un avait demandé l'accès à d'anciennes archives familiales auprès des archives régionales. Aucun nom n'était mentionné, seulement une démarche initiale. L'affaire prenait alors une tournure plus externe, et avec elle, des risques bien réels. La moindre erreur pouvait entraîner des représailles judiciaires ou des tentatives plus agressives pour la réduire au silence. Juliette choisit d'agir avec une prudence stratégique. Au lieu de se précipiter pour porter des accusations, elle s'attacha à consolider sa position. Elle numérisa des documents, rassembla des preuves et établit des contacts discrets en dehors du cercle d'influence d'Henri. Chaque action fut mûrement réfléchie afin d'éviter de reproduire les erreurs de son frère, qui avait affronté de front le pouvoir familial et en avait été broyé. La maturité de Juliette ne s'est pas manifestée par des discours ou des confrontations. Elle résidait dans ses choix concrets, dans sa capacité à supporter une tension prolongée sans céder. Elle avait appris à utiliser ce même silence qui l'opprimait autrefois et à le transformer en atout. Au terme de cette phase, Juliette comprit qu'elle ne se confrontait pas seulement à l'héritage de la famille Montreval. Elle devenait quelque chose qui n'avait jamais été permis dans cette maison. Une personne capable d'exister sans autorisation. Et cette transformation silencieuse et profonde rendait précisément la confrontation suivante inévitable. La fin imminente ne fut pas annoncée par de grands événements, mais par une succession de mouvements rapides et irréversibles. Juliette perçut le changement de rythme dans la maison avant même toute confirmation concrète. Le manoir ne fonctionnait plus comme un système clos. Des forces extérieures commençaient à exercer une pression sur ces murs chargés d'histoire. Les premiers signes se manifestèrent sous forme de correspondances officielles. Des enveloppes à en-tête arrivaient jour après jour, toujours adressées à Henri Montreval. Demandes d'éclaircissement, demandes d'accès à des documents, notifications prudentes qui évitaient les accusations directes, mais laissaient clairement entendre que la famille était sous surveillance. Le temps des manipulations discrètes était compté. Juliette décida de régler les problèmes secondaires avant qu'ils ne deviennent des points faibles. Il s'assura qu'Étienne soit temporairement transféré hors de la propriété, pris en charge par une clinique privée discrète, hors de la sphère d'influence familiale. La décision fut prise sans consulter son père.
Henri ne l'apprit qu'une fois la voiture passé le portail. Sa réaction fut contenue, mais son regard trahissait un calcul désespéré. Lucien réapparut une dernière fois. Il trouva Juliette dans le jardin intérieur à l'aube et lui remit un petit appareil scellé. Il n'en expliqua pas le contenu. Il confirma seulement que tout ce qui avait été enregistré avait été dupliqué et stocké à différents endroits. S'il lui arrivait malheur, les fichiers seraient automatiquement transmis aux autorités compétentes. Il était impossible d'effacer complètement ce qui avait été fait. L'intrigue secondaire concernant Monsieur le Duc s'est conclue sans bruit lorsqu'on apprit son départ du pays. Aucune déclaration officielle, aucune explication. Sa fuite confirmait ce que Juliette pressentait déjà. Les alliés d'Henri commençaient à l'abandonner. L'isolement du patriarche devenait manifeste. La tension monta d'un cran lorsqu'Henri tenta une dernière démonstration de force. Il convoqua Juliette pour une conversation privée dans le hall principal, lieu symbolique de son autorité historique. L'entretien fut bref et sans emphase. Il parla d'héritage, de réputation, de sacrifices nécessaires. Juliette écouta sans l'interrompre, consciente que ses paroles n'avaient plus aucune portée. Finalement, Henri fit une proposition à peine voilée. Si Juliette prenait officiellement ses distances avec la famille et gardait le silence, il garantirait sa stabilité financière et réglerait l'affaire en interne. Ce n'était pas un accord, c'était une tentative de survie. Juliette refusa sans hésiter. Sans hausser le ton ni proférer de menaces, elle fit simplement comprendre que toute tentative de coercition entraînerait la diffusion immédiate de tous les documents rassemblés. Pour la première fois, Henri se retrouva sans réponse. Le manoir entra dans un état d'alerte permanent. Les portes restaient closes, mais désormais, elles n'offraient plus de protection. Elles isolaient. Chaque personnage attendait l'impact final, conscient qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. Juliette comprit que le point culminant ne serait ni une confrontation physique, ni une explosion de violence. Ce serait un affrontement de conséquences, un moment où les choix passés se heurteraient enfin à une limite insurmontable, et tout était déjà en place pour que cela se produise. Le dénouement ne survint ni dans le fracas des sirènes, ni devant les grilles de fer. Il se produisit par un matin glacial, lorsque le manoir de Montreval s'éveilla dans un silence anormal, non pas celui de la peur, mais celui de l'épuisement, le genre de silence qui précède une chute inévitable. Juliette se trouvait dans son ancien bureau de l'aile Est lorsqu'elle reçut la confirmation finale. Un contact extérieur, qu'elle avait jusque-là tenu à distance, l'informa que les preuves avaient été officiellement versées au dossier. Il ne s'agissait plus d'enregistrements conservés comme moyen de pression, mais de documents officiels, en circulation. La machine institutionnelle s'était mise en marche. Peu après, le portail principal s'ouvrit de nouveau, cette fois pour des véhicules n'appartenant pas à la famille. Aucune résistance ne s'opposa, aucun employé ne tenta d'empêcher l'entrée. Henri observait la scène depuis la fenêtre du salon, immobile, comme si l'activité extérieure ne le concernait plus. L'homme qui, pendant des décennies, avait contrôlé le moindre détail de la propriété, contemplait désormais cette intrusion dans la normalité avec une passivité troublante. Les autorités ont fouillé la demeure avec une précision chirurgicale. Leurs recherches n'étaient pas menées au hasard, elles savaient exactement où aller. Le sous-sol improvisé a été isolé, photographié et répertorié. Les chaînes, le lit en métal, les faux dossiers médicaux, tout ce qui existait en marge de la loi était désormais considéré comme une preuve irréfutable. Henri fut conduit dans une pièce à l'écart. Pas de menottes visibles, pas de paroles acerbes. Juste la déchéance symbolique de son autorité. Il tenta de parler une seule fois, évoquant des malentendus familiaux et des exagérations, mais fut interrompu avec un calme professionnel. Pour la première fois, sa voix ne dominait plus l'espace. Madeleine, assise, enveloppée dans un châle sombre, observait la scène. Elle ne pleura pas. Elle ne manifesta aucun soulagement immédiat. Elle ferma simplement les yeux quand Henri quitta la pièce, comme quelqu'un qui acceptait enfin la fin d'une longue attente. Son silence avait désormais une autre signification. Le moment le plus tendu survint lorsque Juliette fut convoquée pour un interrogatoire formel.
Elle parcourut les couloirs, pleinement consciente de sa transformation. Elle n'était plus la fille revenue avec hésitation quelques semaines auparavant. Son attitude était ferme, ses gestes maîtrisés. Elle ne disait que l'essentiel, présentait des documents, confirmait les faits. Chaque mot était précis, sans excès d'émotion. Le dénouement final fut révélé à cet instant. Parmi les documents remis figurait un texte qu'Henri n'aurait jamais imaginé voir subsister, une déclaration manuscrite, rédigée des années auparavant par lui-même, reconnaissant l'illégalité de l'emprisonnement d'Étienne. Elle avait été écrite par précaution, au cas où ses alliés échoueraient. Juliette l'avait trouvée parmi des papiers apparemment sans importance et l'avait gardée secrète. Les preuves ont écarté toute possibilité de défense plausible. Le patriarche de la famille Montreval ne tomba ni à cause d'une trahison extérieure, ni d'une attaque directe. Sa chute fut due à un contrôle excessif, à une bureaucratie démesurée et à la conviction que le silence pouvait être maintenu indéfiniment. L'horreur silencieuse qui avait soutenu son autorité devint l'instrument de sa perte. Lorsque les grilles de fer se refermèrent, ce n'était plus pour protéger le manoir, mais pour marquer la fin d'une époque. Juliette resta dans la cour intérieure, écoutant le dernier écho des pas qui s'éloignaient. Le dénouement n'a pas été explosif. Il a été précis et irréversible. Le temps s'écoula différemment après la chute du patriarche. Il n'y eut pas de rupture immédiate avec le passé, mais un lent vidage de tout ce qui avait soutenu la famille Montreval pendant des générations. Le manoir demeurait debout, aussi imposant qu'auparavant, mais dépouillé du poids symbolique qui l'avait rendu oppressant. Le silence, jadis imposé, n'était plus qu'une simple absence de bruit. Henri Montreval fut officiellement démis de tout pouvoir sur la propriété au fil des procédures judiciaires. Son rôle, autrefois central, se fondit dans le labyrinthe des procédures légales, des avis d'experts et des documents. Il ne dictait plus les règles, ni ne contrôlait les versions des faits. Son existence se résumait désormais à ses propres choix. L'aristocratie qui l'avait si longtemps entouré conserva une distance prudente, révélant la fragilité des alliances fondées sur l'opportunisme. Madeleine entama un lent processus de guérison. Grâce à des soins appropriés, elle commença à recouvrer des fragments d'autonomie qui lui avaient été refusés. De petits gestes marquèrent ce changement. Choisir ses vêtements, marcher sans surveillance constante, ouvrir des fenêtres restées closes pendant des années. Elle ne cherchait ni rédemption ni explication tardive. Elle réapprenait simplement à vivre hors de l'enfermement. Loin du manoir, Étienne progressait discrètement mais régulièrement. Ce contact limité avec le passé lui permit de commencer à reconstruire son identité, à se détacher du rôle de prisonnier qu'on lui avait imposé. Aucune promesse de guérison complète ne lui était faite, mais il y avait quelque chose de plus concret. Une continuité. Pour la première fois, son avenir n'était plus en suspens. Juliette prit en charge la transition de la propriété, non pas pour préserver l'héritage familial, mais pour mettre fin à ses excès. Des zones interdites furent ouvertes, les archives classées et les employés restant licenciés avec dignité. Le manoir cessa d'être un territoire de contrôle absolu et devint un espace gérable, soumis à des règles extérieures. Les conséquences, à long terme, commencèrent à se faire sentir au-delà des murs de la prison. Le nom de Montreval fut cité dans des contextes auparavant inimaginables, associés à des enquêtes, des débats sur les abus de pouvoir et le recours à l'influence pour étouffer des affaires criminelles. Il n'y eut pas de sensationnalisme immédiat, mais l'impact fut profond et durable. La réputation bâtie sur les apparences et les omissions s'effondra avec une rapidité surprenante. Juliette observait ce processus avec un détachement conscient. Elle ne recherchait ni la reconnaissance publique, ni ne se présentait comme une victime ou une héroïne. Son parcours n'avait pas été une question d'exposition, mais de limite. Elle avait appris que rompre le silence ne signifiait pas substituer une forme de contrôle à une autre, mais plutôt accepter les conséquences de dire ce qui devait être dit. Alors qu'elle traversait les jardins une dernière fois avant l'hiver, Juliette comprit que la véritable conclusion
ne résidait pas dans le châtiment d'Henri, mais dans la fin de la logique qui avait soutenu cette famille. L'horreur silencieuse avait perdu son sens. Dès lors, l'hôtel particulier de Montreval n'était plus qu'un vieux bâtiment, et non plus une prison déguisée en demeure. Des mois plus tard, les grilles de fer du domaine de Montreval restaient closes, mais elles ne symbolisaient plus l'isolement. L'hôtel particulier était en attente de décisions administratives, d'études de classement et d'éventuelles nouvelles affectations. Le passé n'avait pas été effacé, il avait été consigné. Juliette ne fréquentait l'endroit que rarement. Elle n'arpentait plus les couloirs en sentinelle, mais comme une personne qui reconnaît un espace clos. Lors d'une de ses visites, elle s'arrêta devant l'ancienne porte secondaire, désormais rouillée et définitivement inutilisable. Elle effleura le métal froid un instant, puis poursuivit son chemin sans se retourner. Le silence persistait, mais, pour la première fois, plus rien n'était caché. Des histoires comme celle de la famille Montreval ne relèvent pas uniquement de la fiction. Elles se dissimulent dans de longs silences, au sein de structures de pouvoir qui semblent trop solides pour être remises en question. En suivant ce récit jusqu'au bout, vous aussi avez franchi des portes invisibles, celles qui séparent l'apparence de la vérité. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez vos impressions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le silence, la maîtrise ou la rupture finale? Croyez-vous que l'horreur la plus dangereuse est celle qui ne fait aucun bruit? Laissez un commentaire, partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits profonds et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui explorent la face cachée des relations humaines, du pouvoir et des choix qui façonnent les destins. Parfois, raconter une histoire est le premier moyen de briser le silence.